Vous pensiez que Tron était le premier film avec de l'image de synthèse? Que le morphing était apparu pour la première fois au cinéma avec Willow? Que Pixar ne faisait que des courts-métrages avant Toy Story? Que Disney était les premiers à intégrer de la synthèse dans leurs films d'animation? Pauvre naïf. Bienvenue dans CGM, l'émission qui retrace pour vous les débuts de l'image de synthèse au cinéma. À la fin de la production de Tron, le bilan est grave pour l'industrie des effets numériques. Le faible entrain du public pour le film, combiné à des critiques assassines, semble avoir eu raison des prémices du développement de l'image de synthèse au cinéma. Et malheureusement, une compagnie va faire les frais de ce semi-échec, Information International Inc. Responsable des effets les plus impressionnants sur le film de Steven Lisberger, AAA décide en effet d'arrêter, dès 1982, la production d'images de synthèse pour le cinéma. La perte de cet acteur majeur, pionnier de l'animation 3D depuis 1976, apparaît alors comme un coup monstrueux pour le secteur. Pourtant, à y regarder de plus près, cette rupture est parfaitement logique. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la branche cinéma de AAA vient de perdre ses deux fondateurs, Gary Demos et John Whitney Jr. Et ce que vont créer ces deux hommes, la même année, va défier les attentes les plus folles en termes d'images de synthèse. Le nom de leur bébé, Digital Productions. Nous sommes alors au début des années 80, et Gary Demos et John Whitney Jr. n'ont qu'une seule idée en tête, prouver que l'image de synthèse a les capacités pour être véritablement photoréaliste. Seulement ça, depuis l'épisode 4 de CGM sur Looker, vous savez déjà que c'est parfaitement faisable sur les machines de l'époque. Alors que cherche le duo? Tout simplement à sortir l'image de synthèse du carcan dont elle est prisonnière depuis ses débuts en 1973, à savoir cette propension à montrer du réel remodelé, de la réalité réinterprétée à travers les yeux d'une machine. Et si l'on fait un bilan de la première décennie d'imagerie numérique, il n'y a que ça. Rendez-vous compte. Westworld simulait la vision d'un robot, Future World des parties de corps humains sur écran, Demon Seed d'un tremblement de terre, Star Wars l'attaque de la tranchée de l'étoile noire, Superman son logo, Alien l'atterrissage sur LV426, The Black Hole un trou noir, New York 1997 le toit du World Trade Center, Looker une femme scannée, Star Trek 2 son Genesis, Tron son monde virtuel, Le Retour du Jedi la lune d'Endor et l'étoile noire, Wargames la carte tactile du NORAD, Superman 3 et Nightmares un jeu vidéo... En fait, en 10 ans, pas un seul film ne s'est servi de l'image de synthèse pour montrer autre chose que de l'image de synthèse. Bon, ok, il y a bien Golgo 13 en 1983, mais c'est pas le sujet ici. Et pour donner un nouveau souffle aux possibilités de rendu d'images de synthèse, outrepassant dans le même temps les limitations techniques subies chez AAA sur Tron, Whitney et Demos vont prendre la décision de s'équiper en superordinateur de la firme Cray. Un premier contrat est alors signé en 1982 pour la location d'un modèle 1S 1300, en attendant de pouvoir recevoir un XMP. Qu'est-ce qu'un Cray XMP? Pas grand chose, juste l'ordinateur le plus puissant du monde entre 1983 et 1985. Seulement, à l'époque, le coût d'une telle machine dans sa version la plus évoluée, soit avec 4 processeurs et 64 mégaoctets de mémoire vive, coûtait la bagatelle de 15 millions de dollars. Rassurez-vous, Digital Productions n'avait pas été jusque-là, non! Ils avaient juste le modèle en dessous, avec 2 processeurs et autant de RAM. Combien? Oh, une broutille, que dalle, 10 millions 5. En dollars ajustés. 25. Tous ces coûts ne pouvant clairement pas être assurés par la toute jeune société, on serait en droit de se demander comment tout cela a pu être financé. Eh bien, en réalité, Digital Productions était alors entièrement dépendant d'une firme concurrente d'IBM, Control Data Corporation, qui possédait d'importants actifs financiers à l'aube des années 80. C'est d'ailleurs de cette société qu'avait émergé, quelques années plus tôt, un certain Seymour Cray pour créer Cray Research. Everything is linked, I say. La partie financière n'étant donc pas un problème, restait donc la maîtrise de l'équipement, chose qui était loin d'être gagnée d'avance puisqu'aucun logiciel de rendu 3D n'existait à l'époque sur machine Cray. Mais comme l'équipe de Digital Productions travaillait avec un software fonctionnant sur VAX 11782, décision fut prise d'engager un certain Larry Yeager pour porter celui-ci sur le Cray 1S, avec comme objectif à terme de pouvoir pleinement s'en servir aussi sur le modèle XMP une fois livré. Mais en fait, que pouvait bien faire Digital Productions avec ce fameux VAX? Je dois vraiment répondre à cette question? Ok. En fait, il travaillait sur le Starfighter, la première ébauche du faisceau emblématique du film. Car oui, avant même que le premier ordinateur ne rentre chez Digital Productions, il faut savoir que The Last Starfighter était déjà en pourparlers. John Whitney Jr. ne voulait en effet pas reproduire la même erreur que sur Tron, à savoir faire passer les effets spéciaux avant l'histoire, et s'était donc mis en quête d'un scénario plus à même d'attirer les foules que le film produit par Disney. Ironiquement, le film rapportera moins que Tron au box-office. Bon, certes avec un budget moindre, il faut l'avouer.
Et ce budget, alloué conjointement par Lorimar et Universal Pictures, requérait alors qu'une preuve de concept soit présentée. Une tâche plutôt ardue pour le directeur artistique du film, Ron Cobb, puisque vu la faible puissance du VAX, seul un assemblage de formes géométriques 3D était techniquement possible, et encore avec un nombre de polygones très limité. Forcément avec moitié moins de puissance que ce que Triple E y avait sur Tron. Mais cette première ébauche convaincra cependant Lorimar de continuer avec Digital Productions, visiblement convaincu du potentiel des images de synthèse pour remplacer les effets spéciaux traditionnels à la Star Wars, avec maquettes et autres fonds bleus. Mais en fait, pas du tout. Faisons une ellipse temporelle. En fait, entre le moment où le premier test de vol du Starfighter est présenté et la fin du tournage avec les acteurs, seul un film a su utiliser l'image de synthèse pour la majorité de ses effets spéciaux, Tron. Un film profitable, mais qui n'a pas eu le succès escompté par son studio, Disney. Seulement, là où le bas blesse, c'est que cette image de synthèse, eh bien elle ne servait en gros qu'à montrer de l'image de synthèse. Justifiée, certes, par un univers informatique, une vie à l'intérieur de l'ordinateur, mais néanmoins de la synthèse. Franchement, la moto de Tron, vous l'auriez vu en image par image, vous ? Mais le cas de The Last Starfighter est différent, puisqu'il ne s'agit plus de montrer ce qu'il est impossible de montrer, mais bien de remplacer ce qui a été fait depuis des années et a notamment rapporté pléthore d'Oscars à des films comme Star Wars. Comment, donc, Digital Productions ont-ils réussi à convaincre de la viabilité de leur projet, sachant qu'ils n'avaient qu'un simple test, que leur technique était totalement expérimentale et surtout qu'il y avait forcément des impératifs de délai à respecter. Une vision partagée, celle de montrer quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. C'est ainsi qu'avait été vendu le travail de Digital Productions en amont, un rêve de donner à l'image de synthèse l'occasion de se mettre en avant pour de bon et ainsi pouvoir enfin donner ses lettres de noblesse à la technique. Pourtant, même la meilleure volonté du monde ne pouvait aller à l'encontre de la dure réalité, le pas de géant promis avec de l'image de synthèse ne pouvait être délivré dans le temps imparti. Jeffrey Hocken, alors coordinateur des effets visuels, fut alors chargé d'une lourde responsabilité, celle de réussir à terminer coûte que coûte le travail de Digital Productions, bien que des compagnies d'effets spéciaux plus traditionnelles auraient pu se charger du job dans le temps imparti restant. Une longue réflexion s'engagea alors avec le réalisateur Nick Castle pour étudier chaque plan, mais aussi avec un certain Brad DeGraff, qui créera quelques années plus tard le premier visage virtuel animé en temps réel, repris en 1990 pour Robocop 2. Son aide fut très précieuse, puisqu'elle permit à Jeff Hocken de déterminer quelles séquences étaient les plus longues à rendre en images de synthèse, et surtout pourquoi. Ce gigantesque brainstorming terminé, il revint finalement vers Digital Productions afin d'annoncer la terrible nouvelle, les effets numériques devaient être simplifiés. Fort heureusement, à ce stade-ci du développement, le Starfighter avait déjà été modélisé. Fort d'un portage réussi du logiciel de rendu sur les craies par Larry Yeager, l'équipe d'encodeurs avait en effet retranscrit un modèle 3D du Starfighter bien plus complexe que celui du test de 1982. En 3 mois, le travail de pas moins de 30 personnes avait fait passer le fameux vaisseau du film au chiffre fou d'1 million de polygones pour sa configuration la plus complexe, celle de la fleur de la mort. En comparaison des 15 000 polygones du voilier solaire de Tron, ça calme. À y regarder de plus près, absolument tous les modèles 3D renvoient Tron à l'âge de pierre en réalité. Si l'on prend par exemple le vaisseau mère de l'armada Kodan, aisément l'élément le plus grand du film, celui-ci fait la bagatelle de 480 000 polygones, soit la moitié du Starfighter. Mais alors, qu'est-ce qui a vraiment pâti de cette simplification des effets, si ce ne sont pas les modèles 3D? Pas la résolution de rendu de l'époque en tout cas, puisque celle-ci reste encore supérieure au 1080p, disponible sur Blu-ray. Donc quoi? Eh bien, en regardant le film aujourd'hui, vous pouvez très facilement deviner de quoi il est question. Bon, faut être indulgent bien sûr, le film est sorti en 1984. Il s'agit en fait des explosions qui furent ici digitalisées, ainsi que l'aspect des terrains générés avec des fractales, dont l'aspect fait penser, de l'aveu même de Ron Cobb, à de la glace fondue. Si l'équipe avait pu avoir plus de temps, on aurait ainsi pu avoir des cavernes d'astéroïdes bien plus réalistes au moment où Alex Rogan, le héros du film joué par Lance Guest, détruit sa première cible vivante, mais surtout, ça aurait évité des explosions à la transparence douteuse à un moment clé du récit. On notera d'ailleurs que les images du jeu vidéo Starfighter, visibles sur la borne d'arcade à laquelle joue Alex au début du film, avaient dû être rendues pendant le tournage et non rajoutées en post-production. Un véritable jeu vidéo, développé par Atari, aurait également dû être développé pour les salles d'arcade, mais sera une fois encore annulé, comme les versions 5200 de Superman 3 et de Cloak & Dagger. Et vous voyez cet aspect plastique des vaisseaux du film? Ouais, bah c'était intentionnel. Et oui, car le studio, frileux de trop s'éloigner des ténors du genre, au hasard Star Wars, avait carrément interdit aux animateurs de donner une apparence métallique à leur modèle 3D, histoire de rester dans ce même aspect plastique si commun aux maquettes. Et le pire dans tout ça, c'est que ça ne venait même pas alourdir la charge de calcul des craies. Imaginez le Starfighter, ou même la voiture spatiale de Centauri, jouée par feu le génial Robert Preston, avec un tel effet. Quel gâchis!
En définitive, entre la digitalisation des vaisseaux point par point à partir de plans dessinés par Ron Cobb, le scan des textures, car oui, il y en a quelques-unes notamment sur les planètes du film, le design, l'animation, la gestion des lumières dynamiques, des particules, des réflexions, mais aussi le rendu final ainsi que l'impression sur pellicule, il fallut pas moins d'1 an de travail à Digital Productions pour faire des images de synthèse de The Last Starfighter une réalité. Pourtant, le film fera moins bien que Tron au box-office, avec 28 millions de dollars de recettes pour près de 15 millions de budget. À titre de comparaison, le film de Disney avait quant à lui rapporté 33 millions de dollars pour 17 millions de budget. Le succès ne sera donc pas au rendez-vous comme espéré, mais le pari de Digital Productions, lui, aura bel et bien payé. L'image de synthèse de The Last Starfighter venait de prouver que la technique pouvait être utilisée pour montrer autre chose que de l'image de synthèse, et la compagnie allait renouer son exploit seulement 5 mois plus tard avec un autre film ayant l'espace pour thème. 2010, l'année du premier contact. Non, ça c'est Outland du même réal. On la refait. Comme son nom l'indique, 2010, l'année du premier contact, est la suite de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, sorti 16 ans auparavant. Réalisé par Peter Hyams, que certains d'entre vous connaissent pour Time Cop ou encore Outland justement, le film raconte l'histoire d'un équipage américano-soviétique parti en mission pour Jupiter afin de faire toute la lumière sur le dysfonctionnement de l'ordinateur HAL 9000, le tout dans un contexte de guerre froide. Mais qu'est-ce qu'ils sont méchants ces Russes! En parlant d'informatique, d'ailleurs, notons que l'auteur du livre original, feu le célèbre Arthur C. Clarke, avait étroitement collaboré avec le réalisateur et ses équipes sur de très nombreux aspects du film via un système de messagerie email entre 1983 et 1984. On n'était pas prêt, cherchez pas. Mais laissez-moi vous lire un extrait de ces échanges. C'est stupéfiant. Lorsque j'ai vu ça, je leur ai dit qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, qu'il y avait des problèmes de couleur, mais que cependant, il y avait du potentiel. J'ai menti comme un arracheur de dents, c'est juste incroyable. Mais je ne veux tout simplement pas qu'ils sachent à quel point je suis enthousiaste. Mais de quoi Arthur C. Clarke pouvait-il bien parler? Eh bien, découvrons-le ensemble. Voici Jupiter, simulé en images de synthèse par Digital Productions en 1984. Bien évidemment, montré tel quel, sachant que Lucasfilm's Computer Division était déjà passé par là en 1982 avec Star Trek 2 et en 1983 avec Le Retour du Jedi, on pourrait croire que ça n'a rien d'impressionnant. Et pourtant, il s'agissait là d'une véritable révolution. Allez, un peu d'histoire ? En 1968, lorsque 2001, l'Odyssée de l'espace sort dans les salles obscures, aucune sonde spatiale n'a encore été envoyée pour observer Jupiter de près et le grand public a alors encore une grande méconnaissance du sujet. Néanmoins, tout cela va très vite être remis en question au cours de la décennie qui va suivre, grâce aux immenses découvertes rapportées par les sondes Pioneer et Voyager entre 1973 et 1979. À partir de là, plus question d'utiliser de simples photos comme dans le film de Kubrick, Jupiter est désormais reconnu de tous comme étant une géante gazeuse et, en ce sens, ne possédant pas de surface à proprement parler. Dès lors, même pour les space opéras, dépeindre la planète au cinéma devient une tâche ardue, alors imaginez le calvaire pour une production avec un minimum de réalisme comme 2010. Mais alors, pourquoi ne pas avoir utilisé cette vidéo montrant le rapprochement entre Voyager 1 et Jupiter? Ce fut justement envisagé pendant un temps par Digital Productions jusqu'à une réunion au Jet Propulsion Laboratory de la NASA où ils prirent conscience de la dure réalité. D'une part, les médias pris par les sondes Voyager étaient limités en quantité et en résolution, mais ils étaient surtout parasités par des artefacts visuels comme des lunes devant l'objectif ou encore des parties manquantes fragmentées. Vous commencez à comprendre le casse-tête pour Digital Productions? Fort heureusement, une technique fut alors imaginée par Craig Hobson et Larry Yeager, utilisant des algorithmes permettant de recréer une mécanique des fluides de façon numérique et ainsi simuler l'ondulation des nuages de gaz à la surface de Jupiter. En gros, avec cette méthode, la texture pouvait être animée. Restait cependant le problème de source pour créer la dite texture. Les photos des sondes étaient jugées imprécises? Pas grave, elles allaient quand même servir pour le film, mais seulement en tant que canevas pour la texture de Digital Productions. Cette base, c'était en fait un agrandissement d'une mosaïque de clichés pris par Voyager 2, imprimée sur une large surface de 2,40 m pour permettre à un artiste de redessiner du détail par-dessus en utilisant la technique de l'aérographe. Une fois finalisée, la peinture fut capturée à la verticale par une caméra 65 mm afin d'obtenir le meilleur résultat possible, avant d'être finalement digitalisée
digitalisé en 4 fois sur le Cray XMP avec une résolution de 2560 par 2048 pixels par morceau. Même un iPad n'affiche pas ça aujourd'hui. Mais pour créer la fameuse mécanique des fluides numériques dont je vous parlais plus tôt, et ainsi reproduire le flottement des nuages donnant cet aspect si particulier à la géante gazeuse, une simple texture ne pouvait suffire. La peinture scannée fut alors divisée en particules. De 5 à 10 millions de particules pour être précis. Ces particules, couplées à un programme simulant les ondulations de l'atmosphère de Jupiter, permirent ensuite de donner du mouvement à la texture et ainsi de délivrer une animation crédible de la géante gazeuse. Restaient néanmoins quelques problèmes de mémoire inhérents au Cray XMP qui obligèrent notamment les animateurs à baisser la qualité des textures à une résolution de 1400 par 1000 pixels pour le rendu. Des problèmes finalement réglés de par l'utilisation de textures dites non linéaires aux extrémités compressées pour permettre un étirement logique sur la sphère en 3D. Au total, quelques 3600 images furent rendues avec une impressionnante définition pour l'époque, 6400 par 3240 pixels, avant d'être finalement enregistrées sur pellicule en 3200 par 1620 pixels. 2 minutes étaient alors nécessaires pour chaque image. Alors imaginez pour 3600. Le long métrage final, quant à lui, fera la part belle au travail de Digital Productions, même si l'on y dénotera quelques soucis de continuité. Ainsi, au moment où la planète est aspirée par les monolithes, on peut aisément voir qu'il s'agit de la même animation répétée plusieurs fois, alors que le vaisseau russe Leonov change clairement de position entre deux plans. Le résultat, pourtant, sera probant. En seulement 2 films, la compagnie fondée par Gary Demos et John Whitney Jr. aura révolutionné la façon d'utiliser les images de synthèse au cinéma et prouvé que la technique était capable de supplanter les effets spéciaux traditionnels. Il y a 30 ans de cela, ce n'était bien sûr qu'un premier pas, et l'on reverra Jupiter en images de synthèse à de nombreuses reprises dans les années qui vont suivre, notamment en 1997 dans Contact de Robert Zemeckis ou encore en 2014 dans Jupiter Ascending des Wachowski. Mais ceci est une autre histoire, car dans le prochain épisode de CGM, nous reviendrons en 1983 et 1984 avec un focus sur Golgo 13 et Lensman, les 2 premiers longs métrages d'animation japonais à utiliser de l'image de synthèse, et pas seulement pour des vaisseaux spatiaux. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et ma page Facebook pour plus d'informations sur CGM, à partager la vidéo autour de vous et surtout à me laisser vos commentaires. Et comme on dit sur Rylos, Victory or death! Victory or death! Victory or death! Victory or death!